Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la quatrième étape du Tour de Romandie. Je rappelle, cinquième jour de course, quatrième étape, parce qu'il y avait un problème le premier jour. Étape de montagne entre Aigle et Zinal, le Val d'Anivier, qui était normalement sur le papier l'étape la plus difficile, l'étape le reine de ce Tour de Romandie. Bon, on verra que ce Tour de Romandie, comme assez souvent, n'est pas d'une grande facture au niveau du spectacle. On en parlera peut-être un peu plus tard dans cette vidéo. Et on fera bien entendu bilan des bleus, top et flop, comme d'habitude. Je pense que cette vidéo-là fera pas 25 minutes, enfin fera pas 30 minutes, peut-être 25, peut-être 20. Mais là, très clairement, je me suis fait chier aujourd'hui en regardant l'étape. Je sais pas si c'était la digestion, parce qu'elle était la digestion plutôt, parce qu'elle était un peu plus tôt que d'habitude, mais je sais pas, mais je me suis un peu emmerdé, ferme devant cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, surtout si vous pensez que ça peut les intéresser, et que le cyclisme peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, si la course vous a plu, vous a déplu, et peut-être vos favoris pour demain, pour la gagne, pour le général, parce que là maintenant c'est assez clair. N'hésitez pas donc à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis bon, ça fait pas de mal pour mettre en avant la vidéo, et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, ce qui est déjà très bien, vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, et surtout, quand elles sortent sur la chaîne, vous pouvez y aller très vite, comme ça améliore également la visibilité de la vidéo pour d'autres personnes qui ne me connaîtraient pas dans le monde de YouTube, et ils sont encore nombreux. Et bien on commence tout de suite avec cette quatrième étape du Tour de Romandie, donc quatrième étape où on avait 4000 mètres de dénivelé positif. Toujours se méfier, 4150 mètres de dénivelé positif sur 180 km. Toujours se méfier du dénivelé positif. Le dénivelé positif, ça veut dire que bon, il y a un peu de difficulté au programme. Sauf que vous pouvez avoir 4000 mètres de dénivelé positif sur une course de 250 km. Ça représente déjà beaucoup moins de difficulté que si vous avez 4000 mètres de dénivelé positif, mais sur 140 km. Et surtout, le dénivelé positif, il faut toujours se méfier parce que si les difficultés ne sont pas placées au bon endroit, ou si vous avez des longs moments de transition, la course ne sera pas animée. C'était un peu le problème aujourd'hui. Si vous n'avez pas beaucoup de pourcentage dans les pentes, c'est pas non plus un avantage, et c'était un peu le cas aujourd'hui. Et en plus, si vous avez la météo qui est contre vous, c'est-à-dire du vent de face, eh bien forcément que l'étape n'a pas été incroyable. Pour tout vous dire, hein, on est à 36 157 de moyenne sur l'étape, donc ce qui n'est pas incroyable, en sachant que sur la fin, ça a quand même roulé plutôt fort, donc c'est pas, ça montre que le vent de face, pardon, était plutôt important sur cette étape. Alors, étape pas passionnante, le vent de face n'a pas aidé. Certes, la course a été plutôt bien gérée par la Jumbo. Certes, qui, c'est vrai, a instauré un rythme dans le final de l'étape pour éviter peut-être certaines attaques. Je pense quand même que pas mal de coureurs ont été frileux sur cette étape, c'est-à-dire que bon, Ben O'Connor, Thibaut Pinot dans les 3 derniers kilomètres, ça pouvait attaquer. Quand Rubio part, je pense que d'autres coureurs auraient été en mesure de l'accompagner, mais on a, je sais pas, à partir des 10 derniers kilomètres, je crois qu'on attendait vraiment un sprint dans le final de cette étape. C'est un peu dommageable. Je pense qu'également le parcours, le fait que les difficultés les plus difficiles étaient en début de journée et pas en fin de journée, ça n'a pas aidé non plus. Mais il y avait quand même un peu de quoi faire si on voulait créer de l'écart. Et bon, le problème c'est que les coureurs n'ont pas voulu prendre le risque aujourd'hui, mais parfois il faut prendre le risque de tout perdre pour gagner. Quand on attend que ça se passe, on n'est pas prêt de gagner. Des fois, il faut prendre des risques pour s'imposer. Alors, je ne dis pas de prendre des risques tous les jours, mais là, dans ce cas-là, prendre des risques était peut-être une bonne option. J'espère que les coureurs qui n'ont pas voulu attaquer aujourd'hui ou qui n'ont pas osé attaquer n'auront pas des regrets demain quand Juan Denis s'imposera et que eux finiront à 25-30 secondes en se disant « Ah bah oui, mais si j'avais attaqué avant, peut-être qu'il n'aurait pas roulé aussi fort sur le contrôle à montre. » Parce que là, quand même, Juan Denis, il est dans une situation, je dirais, favorable. Alors, il faudra se méfier quand même de Vlasov, mais je ne vois pas un Ben O'Connor aller chercher la gagne demain. Et surtout aller chercher 25, 30 secondes, 40 secondes sur Juan Denis. Peut-être qu'il aurait fallu attaquer aujourd'hui.
Alors après le Tour de Romandie, j'ai vu beaucoup de gens se disent «Ah, cette année le Tour de Romandie c'est chiant». Non, parce que c'est vrai que les années précédentes c'était une course hyper passionnante. Le Tour de Romandie, ça n'a jamais été une course hyper passionnante, hein. Enfin, moi je regarde depuis de nombreuses années. Bon, on a rarement eu une course hyper spectaculaire au Tour de Romandie. J'en avais parlé avant le prologue. Alors déjà, des fois, vous avez les conditions climatiques qui n'aident pas. C'est vrai qu'il y a pas mal de jours de pluie, ça n'aide pas. Mais en plus, on est vraiment à une période de la saison où vous avez des coureurs qui sont sur la fin d'un cycle et qui sont donc fatigués après avoir fait un énorme cycle de travail et qui savent qu'ils vont prendre une semaine de vacances, 10 jours de vacances après. Vous avez des coureurs qui ne veulent pas prendre de risques parce qu'ils vont faire le Giro derrière. Vous avez les coureurs qui sont sur une phase de reprise, après parfois avoir passé le mois de mars et le mois d'avril à avoir très peu roulé. Donc c'est vraiment une course où c'est pas toujours, on n'a pas toujours des coureurs en grande condition physique au moment où arrive le Tour de Romandie. C'est pas le Tour des Alpes qui est une course de préparation pour le Giro. Enfin le Romandie, il y a très peu de coureurs qui enchaînent Romandie et le Giro. Et de toute manière, je dis toujours, enchaîner Tour de Romandie et Tour d'Italie, c'est quand même prendre un risque. Parce que comme il fait souvent moche sur le Tour de Romandie, si tu tombes malade, tu sais que ton début de Giro sera très difficile. Donc c'est pas forcément un avantage. Mais bon, le Tour de Romandie n'a jamais été hyper passionnant auparavant. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, après avoir fait une introduction de plus en plus longue, je commence avec peut-être la surprise du jour. Simon Geschke, l'Allemand de la Cofidis, qui est, eh bien, pour tout vous dire, il est 9e du général à 42 secondes. Et si demain, il fait un bon contre-la-montre, et il y a des coureurs qui feront moins bien que lui sur le chrono, qui sont derrière, eh bien, s'il arrive à rester dans le top 10, ça fait des points pour Cofidis. Encore une fois, on pensait qu'avec la chute de Ion Izagirre, eh bien Cofidis ne prendrait pas grand-chose sur ce Tour de Romandie, mais ils arrivent toujours à trouver une solution. Là, cette semaine, c'est Simon Geschke. Ça montre aussi peut-être que l'étape n'a pas été hyper animée, parce que Simon Geschke, c'est quand même pas un pur grimpeur de base, c'est plutôt un puncher, Simon Geschke. C'est quand même pour moi plus le Simon Geschke qu'on a connu à une époque à la Sunweb, qui était capable de faire des grandes performances en montagne. Je pense qu'il est maintenant un peu moins fort aujourd'hui qu'à cette époque. Mais bon, Simon Geschke, ça reste quand même un coureur qui a un petit niveau. Et puis là, aujourd'hui, comme vous avez des coureurs qui ne sont pas... Il n'y a pas eu vraiment de grosses bagarres aux avant-postes, bah, il a réussi à suivre les roues. Et puis, quand il y a du vent de face, c'est plus facile de suivre les roues parce que vous pouvez vous cacher un peu plus. Donc, il a profité de ça. On l'a peu vu. Et puis, bon, voilà, il prend une 9e place au général pour le moment. Et il fait une course. Il a toujours été placé, on va dire, hein, dans le groupe des leaders. Alors, même s'il était assez loin pour la gagne, mais il a toujours été placé. Donc, il fait vraiment une belle semaine. Simon Geschke, je crois qu'on doit dire Simon normalement Geschke, il fait plutôt une belle performance depuis le début de la semaine. Donc c'est très bien pour lui, puis peut-être que ça va lui redonner de la confiance à Simon Geschke, parce que c'est vrai que les derniers résultats, bon, il avait eu un rôle surtout d'équipier, ses meilleurs résultats, ça date quand même, hein, il y a quelques années. Mais à 36 ans, il a montré toute son expérience dans cette course. Et voilà, pour le moment, 9e du général. Si ça tient demain, ça fera des points pour son équipe. Je rappelle que lui, il a encore un contrat jusqu'en 2023, hein, donc 36 ans pour le moment Geschke, ça fera 37 l'année prochaine, l'homme barbu. Je poursuis avec Ion Izagirre, belle échappée aujourd'hui d'Ion Izagirre, alors que c'est pas allé au bout, mais lui au moins il a pris des risques. Ion Izagirre, il a tenté de faire la différence. Il pouvait le faire aussi parce que contrairement à Thibaut Pinot, où j'ai dit ce matin dans les commentaires, quand j'ai répondu aux commentaires, on me pensait est-ce que Thibaut Pinot il peut jouer la gagne aujourd'hui? Je me suis dit je suis quand même un petit peu inquiet parce que il est qu'à 2 minutes au général, donc on ne le laissera pas partir dans une échappée matinale. Ion Izagirre, lui, il était à 11, donc beaucoup plus facile pour partir dans une échappée matinale quand vous êtes à 20, enfin plus de 11 minutes, même je ne sais plus c'était quoi l'écart, beaucoup plus facile. Ça aurait pu le faire si derrière ça s'était un peu plus regardé et si la Jumbo n'avait pas voulu contrôler un peu l'étape pour éviter les attaques. Pas de chance pour lui, la Jumbo a contrôlé dans le final, et ce qui fait que bon l'écart de 3 minutes est largement redescendu. Et puis il faut quand même rappeler également que cette échappée a mis beaucoup de temps à se faire.
Et quand c'est comme ça et que le peloton vous laisse pas beaucoup de marge, souvent c'est compliqué en fin de journée parce que vous allez dépenser beaucoup d'énergie pour prendre la bonne échappée. Donc ça a été le problème pour Ion Izagirre. Dommage aussi également pour Ion Izagirre, c'est qu'au classement de la montagne, bon bah il a pas pris la tête de la course. Hein. C'est Tom Skunt qui va remporter ce classement de la montagne qui était dans l'échappée aujourd'hui. Ça aurait pu être l'idée du côté du coureur de la Cofidis. Mais bon, ça a été... Thomas Champion avait pris l'échappée. Là, il n'a pas réussi à la prendre. Il était en tête du classement de la montagne en début de course. Il a tenté, je crois, de prendre l'échappée, mais ça n'a pas marché. Donc, Ion Izagirre s'est retrouvé seul et n'a pas pu bloquer Tom Skunt. Je continue avec Ben O'Connor. Ben O'Connor aujourd'hui, c'est encore une journée intéressante de la part du coureur australien, 4e. Moi, je pense qu'il avait quand même les jambes pour aller tenter de prendre la gagne. Enfin, prendre la gagne pour aller tenter quelque chose aujourd'hui. L'équipe l'a bien entouré aussi. Il y a eu un grand Geoffrey Bouchard sur cette étape. Je pense que Ben O'Connor, oui, il a peut-être été un peu frileux. Après, Ben O'Connor, il est pour le moment 4e du général à 25 secondes. Vlasov est quelques secondes devant lui. Ayuso aussi. Bon, Ayuso, je ne connais pas son talent en contre-la-montre. Vlasov, on sait qu'il est bon. Mais après, Ben O'Connor, il faudra qu'il fasse gaffe parce qu'il y a Luc Plapp, qui n'est pas mauvais dans ce domaine-là, qui peut le dépasser. Ça fera quand même top 5 sur ce Tour de Romandie. Mais j'ai quand même des regrets aujourd'hui pour Ben O'Connor. Je me dis très clairement, est-ce qu'il n'aurait pas pu faire mieux? Est-ce qu'il n'avait pas la capacité d'aller chercher un bon résultat? C'est frustrant, je trouve, du côté de Ben O'Connor. Je pense qu'il aurait pu faire peut-être une chouille mieux aujourd'hui. Voilà, je suis un peu dessus de ce côté-là, du côté de Ben O'Connor. Je termine avec Thibaut Pinot. Comme je disais aujourd'hui, Thibaut Pinot, il ne pouvait pas prendre l'échappée matinale. L'écart n'était pas assez important, mais l'étape est intéressante pour Thibaut Pinot dans l'idée de se dire « Ah bah tiens, je vais me tester avec des adversaires. Je vais me tester avec les autres leaders pour voir un petit peu où j'en suis, notamment avec pour l'objectif le Tour de France. » Eh bien, je trouve qu'il a quand même bien réussi l'examen de passage aujourd'hui. Alors, encore une fois, la course n'a pas été hyper animée. Jumbo a quand même roulé fort dans le final. Et je trouve qu'il finit 5e. Derrière O'Connor, Ayuso, Vlasov, Higuita. C'est pas dégueulasse quand même. Devant Michael Woods, devant Gino Meder, devant Carlos Verona, devant Kreuzweig, devant Steph Kras, devant Rubio, qui est parti en attaque, devant Sean Quinn, Poles, Ellison, voilà. C'est quand même intéressant ce qu'a fait Thibaut Pinot aujourd'hui. Et aussi, il a un peu roulé, à un moment, il se mettait aussi un petit peu devant Reichenbach pour le protéger, parce que Reichenbach est mieux classé que lui au général. Mais c'est intéressant, le travail qu'a effectué aujourd'hui Thibaut Pinot, parce que je pense qu'il s'est rassuré sur ses sensations, et puis il s'est rassuré quant à son niveau face à des adversaires qu'il aura peut-être sur le prochain Tour de France. Donc là, c'est une satisfaction du côté de Thibaut Pinot, puis du côté de la Groupama, on a encore Reichenbach qui est dans le top 10, 7e, Sébastien Reichenbach. Alors demain, contre-la-montre, c'est pas forcément là où il est le meilleur, mais c'est un contre-la-montre atypique demain. Donc on verra comment il va performer. Mais du côté de Thibaut Pinot, plutôt une belle perf aujourd'hui du coureur français. C'est pour ça que je voulais le signaler. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec le vainqueur du jour, Higuita. Higuita qui a bien surpris son monde dans le final parce qu'à un moment il était presque décroché et puis en fait il a pris de l'élan pour son sprint parce qu'il y avait du vent de face et que ça l'a aidé et donc il s'impose devant Vlasov. J'espère qu'on ne regrettera pas les 4 secondes de bonification que n'a pas pris Vlasov aujourd'hui. Ça c'est un peu la mauvaise
performance du côté de la Bora. Ça montre par contre que Higuita est en forme, que Higuita fait un bon début de saison. On rappelle vainqueur du Tour de Catalogne. Là, donc vainqueur de cette étape. Même si du côté d'Higuita, on a eu un petit peu les montagnes russes, parce que je rappelle que il n'avait pas été incroyable sur le Tour du Pays Basque. Il avait même abandonné après l'étape numéro 4. Qu'il avait été également il avait abandonné également au Grand Prix Miguel Indurain. Malgré tout, vainqueur de l'étape 4 du Tour de Romandie, 5e de Liège-Bastogne-Liège, premier du Tour du Pays Basque avec une deuxième place du Tour de Catalogne, avec une deuxième place du côté de Cambrils. 13e du Tour de l'Algarve avec la victoire du côté de Malao, champion également de Colombie-sur-Route. C'est quand même une belle performance qu'a réussi Higuita depuis le début de saison. Il se prépare pour le Tour d'Espagne, donc c'est peut-être aussi pour ça que le niveau de forme est encore assez fluctuant, parce que les objectifs sont vraiment sur la deuxième partie de saison, notamment Tour de Suisse, Tour de Pologne, Tour de Burgos et Tour d'Espagne. Faudra le suivre sur le Tour de Pologne. Je pense que je pourrais suivre la fin du Tour de Pologne le début du Tour de Pologne. Je ne sais pas avec le Tour de France féminin. Je ne sais pas comment ça va s'imbriquer au niveau du calendrier. Le Tour de Suisse, je pense qu'il aura un rôle d'équipier sur cette course. Mais vraiment du côté des guitares, là il vient de finir un gros bloc. Je pense que il a besoin de se reposer, mais une belle 4e place du côté du Val d'Anivier. Il a fait avec ses qualités. On sait que c'est un coureur qui a une belle pointe de vitesse, Higuita. C'est un coureur qui sait aussi très bien se placer, qui sait aussi très bien manœuvrer avec le vent. Higuita, je me souviens notamment de son Paris-Nice où il avait fini 3e. Il était très bon dans les coups de bordure, donc je pense que c'est quelqu'un qui sait très bien se placer dans un peloton. Et puis là aujourd'hui, il a été bon dans le final, dans une étape où il n'y a pas eu beaucoup d'attaques non plus. Donc c'est vrai que pour un coureur comme Higuita, c'était presque l'idéal pour lui pour s'imposer. Je poursuis avec deuxième coureur au top. J'ai mis Gino Meder, 7e aujourd'hui. Gino Meder, c'est rassurant pour Gino Meder cette performance, parce que c'est vrai que son début de saison à lui n'a pas été incroyable. Je l'ai mis quelques fois bonnet d'âne. Je crois notamment du côté de l'UAE Tour où je l'avais mis bonnet d'âne. Je ne sais plus si je l'avais mis bonnet d'âne sur une autre course. Mais c'est vrai que son début de saison aux Suisses n'avait pas été incroyable, avec un niveau de performance qui était quand même en deçà de ce qu'on pouvait attendre du jeune coureur de la Bahreïn Victorious. Et là, aujourd'hui, 7e place sur... Je pense pas que c'était l'arrivée qui lui convenait le mieux. Je pense que ça manquait peut-être un petit peu de pente pour Gino Meder, mais on voit que c'est quand même un très bon grimpeur. C'est un coureur qui est hyper prometteur, Gino Meder. Et puis maintenant c'est le leader de la Bahreïn, parce que du côté de Caruso ça s'est pas très très bien passé aujourd'hui. Là encore, du côté de Gino Meder, objectif Tour de France pour aider Caruso, peut-être également Gino Meder, le maillot blanc, ça peut être un objectif. On peut aider un leader et aussi prendre le maillot blanc. Je pense à Pierre Rolland notamment. Mais surtout, on voit que la forme commence à arriver du côté de Gino Meder. Alors là ensuite, il va faire une pause, comme beaucoup de coureurs en mois de mai. Préparation du Tour de France. Il reviendra au moment du Tour de Suisse. Mais c'est intéressant, je pense, pour lui de faire un résultat sur cette fin de période de travail, parce que s'il n'avait pas eu le résultat, là, un top 10, peut-être qu'ensuite ça cogite dans la tête. Quand ça cogite, au niveau des reconnaissances, vous ne savez pas trop quelles sont vos sensations. Donc soit vous allez en faire trop, donc ensuite vous arrivez crevé quand vous reprenez au Tour de Suisse, soit vous avez tellement de doutes, ça cogite tellement que vous n'êtes pas concentré sur les reconnaissances et vous les faites un petit peu par-dessus la jambe. Donc là au moins, il s'est rassuré, et au niveau des reconnaissances, il sera bien meilleur, je pense, Gino Meder. Donc c'est tout à fait satisfaisant du côté du coureur suisse. Et puis je termine avec Juan Ayuso. Là encore, du côté de Juan Ayuso, 3e aujourd'hui, le coureur de la UAE. Alors, moi, je ne l'ai jamais vu sur un contre-la-montre, Juan Ayuso, parce que sur le Tour de Catalogne, il n'y avait pas de contre-la-montre. Sur le Tour de la Communauté de Valence, il n'y avait pas de contre-la-montre non plus.
et moi j'ai pas vu Juan Ayuso sur un chrono. Donc ça va être la grande interrogation. Il avait fini quand même deuxième du contre-la-montre du Tour de l'Avenir l'année dernière, et huitième du contre-la-montre du Baby Giro, du côté de Guastalla, où il avait fini à 33 secondes de Filippo Baroncini. C'était un contre-la-montre tout plat de 25 km. À 35 secondes également, 33 secondes pardon, de Ben Haley également, le coureur qui est maintenant chez EF. Mais du côté de Juan Ayuso, là aujourd'hui, ça lui convenait aussi, un peu comme Higuita. J'ai envie de dire que quand il y a un sprint au final, un peu comme Contador à l'époque, parce qu'on compare forcément à Contador vu ses qualités, c'est forcément un coureur qui a une bonne pointe de vitesse. Ce qui est quand même intéressant, c'est de voir aussi que c'est un coureur qui résiste bien aux différentes journées de course. C'est-à-dire qu'il a déjà des bonnes qualités de récupération. Bon, il a quand même gagné le Baby Giro derrière. Je rappelle qu'il a déjà été intéressant, notamment sur le Tour de Catalogne. Donc, il y a une course, même si le rythme du Tour de Catalogne n'avait pas été incroyable, c'est quand même une course d'une semaine. Là, pareil, sur ce Tour de Romandie, certes, le rythme n'a pas été incroyable, mais c'est également une course de 5-6 jours. Donc c'est intéressant de voir qu'il tient quand même la cadence, et qu'il tient la cadence également sur des épreuves World Tour, ce qui n'est pas toujours facile pour les jeunes coureurs, où parfois, oui, il y a un jour où ça performe, et puis le lendemain, vous avez les jambes très très lourdes et vous avez du mal. Juan Ayuso, lui, il arrive déjà à enchaîner les jours de course, donc c'est très intéressant pour l'Espagnol. Demain, j'attends de voir sur le chrono, parce que je ne sais pas du tout où il peut se placer. Mais ça va être intéressant parce que Juan Ayuso, il est deuxième du général. Il avait fait un bon prologue, mais le prologue est un effort particulier. Donc là, demain, sur un contre-la-montre de 16 km, ça va être intéressant de voir ça. Mais pour UAE, c'est plutôt pas mal parce que McNulty n'a pas pris le départ ce matin. Et puis Marc Hirschi, on l'a assez peu vu au final. Alors, il a eu le rôle d'équipier, mais Marc Hirschi, sur cette semaine de compétition, ça n'a pas été incroyable, quoi. Donc, il y a encore du travail pour le coureur suisse pour retrouver son niveau qu'il avait en 2020. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne, Ineos. La semaine d'Ineos a quand même été assez extraordinaire, avec... c'est pas le Ineos de d'habitude. Je pense qu'il y aura des réflexions à avoir autour de Ineos, parce que la performance qu'a eu Ineos cette semaine, très inégale, des jours, victoire de Ethaneter, d'autres jours, Ethaneter nulle part, notamment. Là, aujourd'hui, Geraint Thomas, complètement aux abois. Heureusement qu'il y a Luc Plapp, qui est quand même une belle surprise sur cette montée finale. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi performant que ça dans l'arrivée finale Luc Plapp. Ça montre qu'au niveau des qualités de Luc Plapp, que je voyais plutôt puncher, attaquant puncher, je me dis qu'en montagne, ça peut peut-être être intéressant du côté du champion d'Australie. Mais du côté de Ineos, heureusement qu'il y a Luc Plapp. Est-ce qu'on n'a pas consommé trop d'énergie en début de semaine ? À rouler pour Ethaneter, à contrôler la course énormément, et qu'au final, en fin de semaine, on est un petit peu cramasse. Mais du côté de Geraint Thomas, c'est une déception. Moi qui l'avais trouvé plutôt bon sur les 2-3 premiers jours, là, je suis un petit peu déçu. C'était pas quand même une grande étape de montagne en termes de rythme. Et surtout, le vent de face, normalement, faut vraiment complètement péter pour être largué dans une étape comme ça, avec du vent de face, où les pentes sont pas si impressionnantes que ça dans le final. Et normalement, quand tu es dans une mauvaise journée, c'est une étape où tu peux t'accrocher, l'étape qu'on a eue aujourd'hui. Et là, il a complètement explosé. Ethaneter aussi, mais du côté d'Ineos, à part Luc Plapp, tous les autres ont explosé. Vraiment, Lorraine de plus, c'est tout à fait normal. Enfin, il y a des coureurs, c'est tout à fait normal parce que vu le rythme qu'ils ont eu pendant toute cette semaine, ça aurait été compliqué de s'en sortir. Mais vraiment, du côté de chez Ineos, il y a quand même une déception. Et au final, on voit quand même que Lorenz de plus finit 42e. Ceux qui finissent le plus loin, c'est Ethaneter, Amador, Sheffield.
Bon, Ethan Ether, je l'ai vu, il s'est relevé. Hein, il avait pas l'air complètement cramasse. Sheffield, Amador, moi je les ai pas vus se relever, donc, mais c'est quand même surprenant Amador qui finit à 8 minutes, puis surtout surprenant Amador qui finit derrière Lorenz de plus. Mais Geraint Thomas prend une 20 aujourd'hui, et heureusement encore une fois qu'il y a Luc Plapp, mais Luc Plapp au général, il est 5e à 30 secondes. Est-ce qu'il arrivera à gagner des positions? C'est pas sûr, et du côté de Geraint Thomas, j'ai envie de dire que cette fin de Tour de Romandie, c'est allé de mal en pis pour lui. Deuxième coureur flop, Damiano Caruso. Damiano Caruso, le coureur de la Bahrain Victorious, qui finit seulement 21e aujourd'hui à 38 secondes. Autant vous dire que pour la gagne générale, c'est fini, vu qu'il a une 0,5. Surprenant, Caruso. Alors, j'avais dit, il me semblait très fort autour de Sicile. Le problème de Caruso autour de Sicile, c'est que l'adversité était également très faible. Mais hier, j'en ai parlé parce que je trouvais qu'il avait vraiment fait plutôt une belle course avec une belle 7e place, qui se cachait plutôt, donc c'était plutôt rassurant. Là, vraiment, pas une bonne étape, hein, pas des bonnes jambes, Caruso. Mais surprenant quand même, son début de saison à Caruso, parce que 13e de la Ruta del Sol, 7e de Tirreno, 15e de Milan-San Remo, premier vainqueur dominant du Tour de Sicile. Malgré tout, sur la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, il a un rôle d'équipier lambda. Surtout sur Liège-Bastogne-Liège, on l'a peu vu en tant qu'équipier, même sur Liège-Bastogne-Liège. Et sur le Tour de Romandie, il perd pas mal de temps. Je rappelle que Caruso, lui aussi, il fait partie des coureurs qui vont préparer à partir de maintenant le Tour de France et qui passera par le Tour de Suisse au mois de juin, parce que c'est un peu devenu la course importante plus que le Dauphiné. Dommage que le Dauphiné fasse pas des parcours plus intéressants que ça en même temps. Et du côté de Caruso, maintenant il va falloir retrouver un petit peu des bonnes sensations peut-être. Alors est-ce qu'aujourd'hui c'est 15 jours sans, on va dire, ce qui peut arriver dans une saison de cyclisme, ou est-ce que c'est plus inquiétant que ça et que le Tour de Sicile a en fait été un leurre parce que Nibali est nulle part et que les adversaires, parce que je peux rappeler qu'il y avait Meintjes aujourd'hui finit loin aussi, donc est-ce que je me suis pas leurré avec ce Tour de Sicile où il y avait peu d'opposition? Eh bien je le pense vraiment que Caruso pour le moment c'est pas incroyable. Et puis je termine avec Terrada. Terrada, colombien qui est chez Astana, 28e seulement aujourd'hui, 28e du général à 2,19, aujourd'hui il finit à 1 minute 20, c'est pas exceptionnel du côté de Terrada, mais ça représente bien le début de saison de Astana. Lutsenko manque énormément à Astana en ce moment, c'est vrai qu'à part Dombrovski sur une ou deux journées, pour le moment du côté de Astana, on est loin du niveau espéré, et c'est l'une des équipes qui a fait le moins bon début de saison avec EF. Mais même sur cette course-là, EF est un peu plus présente que Astana. C'est vrai que Astana est quand même extrêmement discret, et Terrada, on aurait pu s'attendre à mieux aujourd'hui, mais c'est un coureur qui m'a rarement surpris en termes de résultats. C'est-à-dire que j'ai rarement eu des surprises positives avec Terrada. Je l'ai jamais vu hyper bien performer, le coureur colombien. Alors, je suis peut-être tombé sur des jours de course où il était jamais bon, ce qui arrive, parce qu'il y a des coureurs comme ça où moi, à chaque fois que je les voyais, ils étaient pas très performants. Et puis, il y a un moment après, sur une année ou 2 années après, je les découvre performants parce que en fait, je suis tombé que sur des jours où ils avaient un rôle d'équipier, où ils étaient pas au top de leur forme. Du côté de Terrada, c'est inquiétant. C'est inquiétant surtout pour Astana, en fait, parce que heureusement qu'ils avaient des points d'avance, quand même, tu te dis, parce que sinon, ça aurait été bien plus compliqué que ça pour rester en World Tour du côté de l'équipe kazakh. Je sais pas si vous avez vu, même, du côté de JCN, en passant, ils ont fait une vidéo encore avec Astana. Sur le bus de l'équipe Astana. Très beau bus, en passant. Par rapport... pourrait penser au bus de la Total. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'espace pour les coureurs. C'est important d'avoir un bus à la pointe de la technologie, parce que sur les transferts dans un grand tour, vous passez énormément de temps dans un bus.
Donc il faut que ça soit vraiment le top du top du côté des équipes. Mais bon, on va encore faire la promotion d'Astana. Quand on connaît l'équipe, je trouve ça pas très bienvenu. Voilà. Mais je vous avais déjà parlé de ça dans une vidéo précédente. On passe à l'étape numéro 6. Étape numéro 6 qui va être donc un contre-la-montre entre Aigle et Villars, le centre mondial du cyclisme de Aigle. 16 km, une montée pour aller jusqu'à Villars. On commence à 384 mètres d'altitude pour finir à 1256 mètres. Les 10 derniers kilomètres, enfin peut-être même un peu plus que les 10 derniers, les 11 derniers kilomètres sont en montée, avec une montée de 10 km 2 à 8% de moyenne, les 3 derniers kilomètres sont à 8,1 de moyenne. La pente est assez régulière, hein, on se met entre 8,7 et 8% sur cette montée du côté de Villars, donc pente régulière. La question est de savoir est-ce qu'on embarque un vélo de chrono ou un vélo de montagne. Si c'est des grandes routes larges et qu'il y a peu de virages, je serais tenté de prendre le vélo de chrono. Parce que au niveau de la position, enfin de prendre un vélo avec une position aéro, au moins, avec les prolongateurs. Après, le vélo de chrono, le problème c'est que c'est lourd. Donc je suis pas sûr que ça soit avantageux sur un parcours comme ça, mais pour moi il faut les prolongateurs sur un vélo classique. Après roue lenticulaire, pas roue lenticulaire, ça dépend des conditions climatiques, mais je pense qu'un vélo, un cadre de montagne avec prolongateur, et ensuite au niveau des roues, peut-être des roues jantes hautes avec peut-être une roue à bâton à l'avant, à l'arrière, ça peut être intéressant pour une étape comme celle-là. Mais il y a une vraie réflexion à avoir du côté du matériel sur un chrono comme ça, qui est quand même un chrono atypique. On va faire un petit point pour le classement général. Pour vous dire, vous l'avez dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Hop, c'est pas le bon classement général, parce que je prépare également le Giro. Juan Denis est en tête avec 15 secondes d'avance sur Ayuso. Vlasov est à 18 secondes. Je rappelle que Juan Denis est techniquement dans une cassure à 3 secondes. Il faudra quand même vérifier ça demain. Nous avons ensuite Vlasov donc à 18 secondes, O'Connor à 25, Plap à 30, 32 pour Meider, Reichenbach 37, Poles 41 secondes, Geschke 42, Stef Kras 45, Michael Woods 47, Rubio et Verona sont à égalité à 49 secondes, Rudy Mollard est à 55 secondes et 15e Sean Quinn à 58 secondes. C'est important également, par exemple je pense à un Geschke, une place ça doit être 20 ou 30 points au niveau UCI, ça a son importance pour une équipe comme Cofidis d'aller marquer ses points, ou Stef Kras également du côté de la Lotto qui est 10e. Voilà, il est qu'à 3 secondes de Geschke, à 4 secondes de Nelson Poles. C'est des points qui peuvent avoir leur importance, surtout quand on voit que du côté d'Israël, on n'a personne de relativement bien classé. C'est Michael Woods qui est le mieux classé 11e, mais on sait que Michael Woods est très mauvais sur le contre-la-montre. On termine également cette vidéo pour vous prévenir que je commence à préparer le Giro. Je prépare déjà les étapes, donc j'ai déjà récupéré tous les profils d'étapes. Je suis en train d'écrire la portion histoire pour tout vous dire de la présentation de chaque étape. Mais surtout, alors je ne sais pas si ça sera après la diffusion de cette vidéo ou avant la diffusion de cette vidéo, mais dans l'onglet communauté, vous allez avoir un post sur départ fictif. Départ fictif, c'est quoi? On l'a déjà fait une ou deux fois l'année dernière. C'est vous poser vos questions sur le Giro, sur la course, sur le parcours, sur voilà, tout ce que vous voulez, et j'y réponds. Je choisis les meilleures questions et j'y réponds dans une vidéo. C'est une sorte de FAQ mais spécial Giro, le départ fictif. Donc vous posterez vos questions, pas dans l'onglet, pas dans les commentaires de cette vidéo là, mais il y a l'onglet communauté où j'ai posté un post. Donc je ne sais pas si c'est déjà fait au moment où je poste cette vidéo ou si ça sera demain 1er mai pour cette chronique, cette vidéo qui arrivera lundi, mardi. Ça m'étonnerait mercredi parce que j'ai un truc mercredi qui va me faire chier. Donc je pense lundi, mardi du côté de ce départ fictif. Il y aura également une vidéo sur les favoris
Enfin, un peu sur les sprinteurs, sur les grimpeurs, sur ce Giro. Et puis, on attaquera le Giro 2022 vendredi avec la première étape. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!